Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on m'a invité à participer au 5 minutes FacMed de la saison 2, je me suis posé la question de savoir de quoi je pouvais vous parler. Ma vie personnelle n'est pas si intéressante, et donc, en revanche, j'exerce une spécialité qui est passionnante, qui est la plus belle des spécialités, qui est la médecine nucléaire. Et vous le savez sûrement. Et j'ai donc décidé de vous parler des origines de la médecine nucléaire avec celui qu'on considère comme son précurseur, qui est Monsieur Georges de Hevesy. C'est un chimiste hongrois, donc qui est né à Budapest en 1885, et qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur l'emploi des isotopes comme indicateur dans l'étude des processus chimiques. Donc, il naît à Budapest, il y fait ses études secondaires et à l'université, puis il va se perfectionner et passe sa thèse en Allemagne, à Fribourg, en Brisgau. Donc en 1908, donc, juste après la découverte de la radioactivité, des rayons X et le grand boom de la physique atomique et nucléaire. Dans les suites de sa thèse, il passe 1 ou 2 ans à Zurich, à Karlsruhe, et décide de partir en Angleterre, à Manchester, en 1911, pour aller dans l'équipe, rejoindre l'équipe d'une personne célèbre à l'époque, qui est le professeur Ernest Rutherford. Rutherford est né en Nouvelle-Zélande, mais il a fait sa carrière en partie en Angleterre, il est aussi allé au Canada, mais ça c'est autre chose. Et Rutherford, que vous connaissez par le modèle planétaire de l'atome, eh bien, il a aussi travaillé sur la radioactivité après la découverte donc, par Pierre et Marie Curie. Et il a notamment découvert qu'il y avait des particules différentes qui étaient émises lors de la transformation radioactive avec les émissions alpha et bêta. Et c'est aussi lui qui, avec SODI, s'est rendu compte eh bien, que cette radioactivité, cette émission de particules, s'accompagnait d'une transmutation, donc d'un changement de la matière d'un atome avec un autre. À leur découverte, ils se sont même dit qu'on allait les prendre pour des alchimistes, donc ce qui était assez péjoratif, et qui était d'ailleurs l'objet d'une controverse avec Pierre Curie, qui lui pensait que cette émission était une réémission d'une énergie acquise par la matière, par l'extérieur de la matière, et qui est une réémission continue. Et il a fallu que l'expérience, notamment en montrant qu'il y avait production parfois de gaz radioactifs, c'était d'abord par une anecdote avec l'ouverture de la porte qui diminuait la radioactivité mesurée au sein donc, du laboratoire, et puis d'expériences plus sérieuses qui ont montré qu'il y avait production de gaz, et que donc forcément c'était un nouvel élément qui apparaissait dans la transformation radioactive. Donc à l'époque, il est à Manchester, il prendra ensuite la suite de Thomson à Cavendish, avec nombreux travaux. C'est aussi lui qui a participé avec un physicien qui s'appelle Geiger, donc Hans Geiger, au détecteur de radioactivité qu'on appelle bien sûr le compteur Geiger. Pour ses travaux sur la radioactivité, il a eu le prix Nobel donc, de chimie en 1908, qui d'ailleurs l'a un peu déçu puisqu'il aurait préféré un prix Nobel de physique, considérant que la physique était au-dessus de tout, et il avait donc cette maxime, la science c'est soit de la physique, soit de la philatélie. Donc de Hevesy le rejoint, et assez rapidement Rutherford lui dit vous êtes là pour 2 ans, on va vous faire travailler, vous êtes chimiste, et donc dans les minerais radioactifs que l'on a parmi donc en grosse quantité dans le laboratoire, cherchez à séparer le radium D du plomb. Et de Hevesy va consacrer ces 2 ans à chercher à séparer le radium D du plomb, et il ne va pas y arriver. Alors il ne va pas y arriver pour la simple bonne raison que ce qu'on appelait à l'époque le radium D n'est autre que le plomb 210, donc un élément qui est dans la grande chaîne de la filiation radioactive du radium 226, avec donc à l'époque la notion d'isotope qui n'existait pas. Les isotopes, le terme a été créé en 1913 par SODI, isotope, les éléments qui sont au même endroit, donc à la même case dans le tableau de Mendeleïev. Et donc à l'époque, eh bien, on avait le radium A, le radium B, le radium C, tous ces éléments qui provenaient du radium initial, donc du radium 226. C'est un échec, et en quelque sorte, il rentre donc dans l'Empire austro-hongrois, et puis il va poursuivre ses travaux à Vienne, et il a quand même l'idée de se dire que si on ne réussit pas à différencier le radium D du plomb, pourquoi ne pas s'en servir comme traceur radioactif et tracer le circuit du plomb
Et il va commencer à travailler assez vite avec donc du radium-D sur des plantes, des fèves, et voir que le radium-D qui est mis dans l'eau dans lequel on plonge les plantes, eh bien, va être incorporé aux racines des plantes, et voir ainsi comme ça la première utilisation biologique du radium. Et ensuite, il va assez vite passer à l'animal avec bien sûr le rat, et en 1923, donc vous voyez, assez vite. Et bien sûr, quelques dizaines d'années après, avec la découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric Joliot-Curie, il y a d'autres isotopes qui sont largement à disposition, ce qui va permettre d'utiliser de nombreux et de nouveaux éléments pour explorer chez l'animal le métabolisme, en particulier du phosphore. Il a beaucoup travaillé sur le phosphore, les phosphates et ainsi de suite. Alors, c'est pas lui qui est le premier à scientifiquement ou officiellement utiliser ces radioéléments chez l'homme, mais on lui prête cette légende qu'il vivait dans une pension de famille et qu'il supposait que la maîtresse de maison recyclait les déchets alimentaires non consommés pour les réutiliser dans d'autres plats. Et donc, il eut l'idée de placer dans un ragoût du radium-D, donc du plomb 210, et de voir, de mesurer l'activité. Et il s'est rendu compte que dans les repas suivants, eh bien, il a retrouvé la radioactivité dans le hachis parmentier qu'avait préparé la maîtresse de maison, puis encore plus tard, dans un potage ou d'une soupe réalisée. Voilà. Donc cette expérience, cette fois-ci réussie, lui vaudra surtout d'être renvoyé de la pension de famille dans laquelle il était, mais c'est l'utilisation donc humaine qui est rapportée donc à Devesi. Alors, deux autres éléments concernant ce personnage. Après, donc, il a été dans de nombreuses universités et notamment, il a été invité par Niels Bohr. Et dans le laboratoire de Niels Bohr, donc à Copenhague, avec un autre chercheur qui est donc Dirk Köster, il a découvert un élément manquant du tableau de Mendeleïev, le numéro atomique 72, un élément qui est donc assez proche du zirconium, mais qui était différent, et qui porte le nom de hafnium. Le hafnium, en hommage au lieu de découverte, donc Copenhague, et à la ville de naissance et de décès de Niels Bohr, qui était donc danois, et puisque Hafnia, c'est le nom latin de Copenhague. Voilà. Deuxième anecdote, lorsqu'il était effectivement à Copenhague au moment de la guerre, eh bien, pour éviter que les médailles d'or des prix Nobel de James Franck et Max von Laue soient récupérées par les nazis. On n'avait pas le droit de transporter l'or, donc il fallait le laisser sur place. Plutôt que de l'enterrer, eh bien, il a eu l'idée de faire dissoudre les 2 médailles d'or donc du prix Nobel dans ce qu'on appelle de l'eau régale, qui est un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique. Chaque élément ne permet pas de dissoudre séparément l'or, mais mélangé, eh bien, ça se dissout et on obtient une solution orangée. Et ce flacon avec la solution orangée est resté dans le laboratoire de Niels Bohr au Danemark pendant toute la durée de la guerre. Et après la guerre, eh bien, Monsieur Devesi est revenu. Il a précipité l'or qui avait été donc mis en solution, et il va rapporter cet or à Stockholm pour refabriquer et refondre les 2 médailles donc qui ont été reconstituées et avec donc l'or d'origine. Voilà, donc c'est un personnage assez intéressant qui, outre le prix Nobel, il a reçu le deuxième lauréat d'une médaille qu'on appelle le Atom for Peace Award, qui a été créée par les Américains, mais surtout, plus même que le prix Nobel, il était très fier de la médaille Copley de la Royal Society of Londres, puisque c'est la plus ancienne médaille dans les sciences qui est attribuée. Vous voyez que ça date du XVIIIe siècle, et que quand on lui demandait, il disait qu'effectivement, il y a eu une 50aine de chimistes qui ont eu le prix Nobel, alors que des chimistes hors Royal Society qui ont eu la médaille Copley, il n'y en a qu'une dizaine, et des étrangers, il n'y en a que 2, Niels Bohr et lui, et donc ils se sentaient plus fiers de cette médaille Copley que du prix Nobel. Il est ensuite donc décédé en Allemagne, donc dans la ville où il a passé sa thèse en 1966, à l'âge de 80 ans, et sa famille a souhaité
nombreuses années après, a rapatrié dans sa ville de naissance, donc à Budapest, ses cendres donc, qui ont été réenterrées en 2001, puisqu'il a eu un fils et 3 filles, et pour la petite histoire, une de ses filles a épousé un petit-fils de Arrhenius, donc à la période où il était en Suède. Voilà. Donc j'espère que cette histoire assez originale et replacée dans le contexte historique vous a intéressé. Voilà, toutes les choses sont relatives, et je vous souhaite un bon courage et une bonne fin de journée. Au revoir.